Ma belle-sœur m'a giflé à mon propre dîner d'anniversaire de mariage parce que je me suis servi avant elle. Tu oublies ta place dans cette famille, a-t-elle lancé, pendant que mon mari détournait simplement le regard. J'ai posé ma fourchette et... Tu oublies ta place dans cette famille, a-t-elle lancé, les mains encore levées comme si elle en était fière. Mon mari a détourné le regard. Il ne s'est pas levé. Il n'a pas dit un seul mot pour ma défense. Alors j'ai posé ma fourchette, j'ai essuyé mes mains sur la serviette en lin que j'avais moi-même repassée ce matin-là, et je l'ai giflé en retour plus fort sans la moindre hésitation. Puis je me suis tourné vers l'homme que j'aimais depuis l'âge de 22 ans et j'ai dit, un mari qui ne peut pas défendre sa femme devant une pièce pleine de gens ne mérite pas de rester son mari. J'ai pris la main de ma fille dans l'une des miennes et la main de mon fils dans l'autre, et j'ai quitté la maison que j'avais payée, portant toujours la robe que j'avais achetée pour l'occasion. 2 ans plus tard, la même famille qui m'avait dit de me souvenir de ma place allait apprendre de la manière la plus dure possible quelle était la leur. Je m'appelle Jocelyn Callaway, et j'ai grandi dans une maison avec une allée circulaire. Mon père a construit la moitié des parcs de bureaux de notre comté à partir de rien d'autre qu'un prêt à la construction et un entêtement pur. Je n'ai jamais manqué de rien de matériel en grandissant. Ce que je voulais, la seule chose que l'argent ne pouvait pas m'acheter, c'était un amour qui me semblait appartenir à moi et non à une feuille de calcul. Pas arrangé, pas négocié, pas choisi pour une fusion entre 2 familles au compte en banque assorti. J'ai trouvé cet amour en Grantham Thorne quand j'avais 22 ans dans un café à 3 pâtés de maison de mon appartement d'étudiante, un mardi pluvieux ordinaire qui est devenu en quelque sorte le début de tout. Il ne ressemblait en rien aux hommes distingués que ma mère faisait défiler devant moi lors des déjeuners au country club. Grantham conduisait une voiture avec 200 000 miles au compteur et travaillait de longues heures peu glorieuses dans un cabinet d'architecture de taille moyenne, dessinant des bâtiments qu'il n'avait pas encore l'ancienneté de concevoir lui-même. Il m'a fait rire si fort ce premier après-midi que j'ai renversé ma boisson sur la table et sur nous deux. Aucun de nous ne s'en souciait. Nous avons parlé pendant 4 heures. J'ai manqué un groupe d'études auquel j'avais promis d'assister et je n'y ai pas pensé une seule fois jusqu'au lendemain matin. Mon père était sceptique à son sujet, de cette manière silencieuse que les pères ont d'être sceptiques envers les hommes qui se présentent sans un curriculum vitae attaché à leur nom. Ma mère s'est inquiétée plus d'une fois qu'un homme qui épouse une femme riche apprend parfois à tolérer la femme pour le bien de tous ceux qui l'entourent. Je lui ai dit qu'elle avait tort. J'étais si certaine à l'époque, debout dans la cuisine de mes parents à défendre un homme que je connaissais depuis 8 mois, qu'elle ne comprenait tout simplement pas ce que j'avais trouvé. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie payée par mes parents dans un jardin derrière la vieille église de ma grand-mère. La famille de Grantham y a assisté avec une étrange raideur vigilante que j'ai prise à l'époque pour de la timidité. Ce n'était pas de la timidité. C'était du calcul, silencieux et patient, et je n'avais pas encore le vocabulaire pour le reconnaître pour ce qu'il était. La mère de Grantham, Finanella, dirigeait sa maison comme une cour en miniature. Sa sœur aînée, Wilhelmina, en était la princesse héritière incontestée, célibataire et financièrement dépendante de l'entreprise de traiteur familiale que le défunt mari de Finanella avait laissée derrière lui. Et secrètement pleine de ressentiment envers quiconque menaçait de déplacer le centre de gravité de la famille ne serait-ce que d'un pouce. J'étais cette menace, que je le veuille ou non. Une femme avec son propre argent, ses propres opinions, et un mari qui, dans ses premières années, me regardait réellement comme si je comptais plus que l'approbation de sa sœur. Cela n'a pas duré aussi longtemps que je l'aurais voulu. Je me souviens clairement de la première vraie fissure parce que je l'ai rejouée tant de fois depuis. C'était notre 2e Thanksgiving en tant que couple marié. J'avais passé toute la journée à cuisiner un repas à partir d'une fiche de recette écrite de la main de ma défunte grand-mère. Wilhelmina a picoré la farce, a posé sa fourchette avec un petit cliquetis délibéré contre la porcelaine, et a dit à toute la tablée, « C'est mignon quand certaines personnes essaient si fort de prouver qu'elles ont leur place là où elles ne sont clairement pas nées. » Tout le monde a ri de ce petit rire mal à l'aise que les gens ont quand ils savent exactement ce qui était sous-entendu et choisissent de ne pas le reconnaître. Grantham a attrapé la saucière et a changé de sujet pour parler de football. Je suis resté assise là, serrant mon verre d'eau trop fort et ne disant rien. L'année suivante, au baptême de mon fils Callahan, Finanella m'a coincé près du vestiaire alors que je tenais encore mon fils nouveau-né. De la voix la plus douce possible, elle m'a dit que l'argent peut acheter une belle nurserie, ma chère, mais il ne peut pas acheter les bonnes manières. Et je m'inquiète parfois de ce que nos petits-enfants absorberont à être autant exposés à cela. Je suis resté là à bercer mon fils en bas âge et n'ai rien répondu. J'avais déjà appris à ce moment-là que discuter ne faisait que rendre la pièce plus froide pendant des jours,
et Grand-Âme ne s'est jamais battu de son propre chef. Il y a eu un autre moment 2 ans plus tard, à l'anniversaire de Finanella. J'avais discrètement couvert toute la facture du traiteur après que l'entreprise de Wilhelmina, celle-là même qui était censée être florissante, se soit retrouvée à court de fonds à la dernière minute. Personne ne m'a remercié. Wilhelmina a simplement fait remarquer assez fort pour que les traiteurs eux-mêmes entendent que c'était bien que Jocelyn ait enfin trouvé une utilité à tout cet argent de famille en dehors de la décoration. J'ai ri avec les autres ce soir-là, car rire avec les autres était devenu une compétence de survie silencieuse. Il y a eu des dizaines de ces moments éparpillés au fil des ans. Des piques petites et précises, lancées avec un sourire, toujours devant un public assez grand pour que toute réponse paraisse excessive. Toujours suivi par le silence particulier de mon mari. Pas un accord, juste un refus constant de dépenser ne serait-ce qu'une once de son propre confort pour défendre le mien. Je me suis dit année après année que cela en valait la peine. L'amour signifiait absorber quelques mots acerbes pour le bien de l'unité familiale, pour que mes enfants aient des grands-parents, pour l'homme que j'avais choisi parmi toutes les options plus sûres que mes parents m'avaient autrefois discrètement proposées. Je me suis dit beaucoup de choses pendant 11 ans de mariage. Chacune d'entre elles était un petit mensonge nécessaire pour que je puisse continuer à l'aimer sans que le ressentiment me dévore vivante. Nous avions 2 enfants à ce moment-là, ma fille Béatrix, 7 ans et vive comme une lame, et mon fils Callahan, 5 ans, qui vénérait son père avec la dévotion simple dont seuls les petits garçons semblaient capables. J'avais aussi bâti ma propre carrière, en dirigeant une agence de design d'intérieur de luxe qui, au fil des ans, avait discrètement commencé à éclipser les revenus de Grand-Âme de son cabinet d'architecture. Je ne le lui ai jamais reproché. Je ne l'ai jamais fait se sentir petit pour cela. Pas même pendant les mois où je couvrais seul l'intégralité de l'hypothèque. Parce que mon travail de design m'obligeait à voyager souvent, visites de chantier, installations chez les clients, voyages d'achat hors de l'État. Grand-Âme avait naturellement pris en charge la plupart de nos opérations bancaires quotidiennes à un moment donné. Un petit arrangement pratique qui ressemblait à du travail d'équipe à l'époque. Je continuais simplement à aplanir chaque silence gênant que sa famille créait parce que je croyais qu'un mariage était une chose que l'on protégeait. Même pendant les années où il avait clairement cessé de vous protéger en retour. La maison où nous vivions, une maison coloniale avec une véranda enveloppante que Wilhelmina aimait commenter comme si elle en possédait une part invisible, avait été achetée avec l'aide de ma famille. Mon père avait couvert la compte comme cadeau de mariage, et j'avais financé chaque rénovation depuis, pièce par pièce, avec l'argent que j'avais gagné moi-même. Sur le papier, la maison nous appartenait à Grand-Âme et à moi à parts égales. En pratique, Finanella et Wilhelmina la traitaient comme un bien de la famille Thorne dans lequel on me permettait simplement de vivre, à condition que je me comporte bien et que je me souvienne quel nom avait le plus de poids à cette table. Je ne comprenais pas encore à quel point elle prenait cette dernière partie au pied de la lettre. Notre 11e anniversaire de mariage tombait un samedi au début de l'automne. Je voulais pour une fois le célébrer comme je me souvenais de nos toutes premières années. Chaleureux, sans méfiance, entièrement à nous. Grand-Âme a demandé la semaine précédente si sa mère et sa sœur pouvaient se joindre à nous juste cette fois-ci, car cela signifierait quelque chose pour Finanella d'être incluse. Parce que, même après tout, j'essayais encore, j'ai dit oui. J'ai passé 3 jours à préparer ce dîner. Poulet rôti au romarin et au citron, un plat de riz sauvage que ma mère m'avait appris quand j'étais petite, une tarte au chocolat que j'avais répétée 2 fois avant d'obtenir la bonne texture. J'ai mis la table moi-même. J'ai repassé le linge moi-même. J'ai cueilli des fleurs fraîches du jardin de ma mère ce matin-là. Finanella est arrivée la première, faisant traîner ses doigts sur le lin comme une femme qui audite une entreprise dont elle n'a jamais cru au succès. Wilhelmina est arrivée avec 20 minutes de retard, exactement comme elle le faisait toujours, et s'est installée à la place en bout de table que Grand-Âme lui a tranquillement laissée dans notre maison, le jour de notre anniversaire, sans un regard dans ma direction. J'ai laissé passer. J'ai toujours laissé passer. Quand la nourriture a été prête, j'ai d'abord servi les enfants, en me déplaçant rapidement pour que rien ne refroidisse. Puis, enfin, je me suis servi et je me suis assise. J'avais à peine levé ma fourchette quand la main ouverte de Wilhelmina a traversé la table et m'a giflé la joue. Mes oreilles ont bourdonné. Ma vision est devenue blanche sur les bords pendant une seconde entière. « Tu oublies ta place dans cette famille », a-t-elle dit. C'était assez fort pour que la fourchette de Béatrix claque contre son assiette. Callahan s'est figé en pleine bouchée. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception de mon propre pouls derrière mes yeux. J'ai regardé Grand-Âme.
J'ai regardé l'homme que j'avais épousé par amour, l'homme dont j'avais nourri, financé et pardonné en silence la famille pendant 11 années consécutives. Il a baissé les yeux sur sa propre assiette, comme si la nappe contenait quelque chose de plus urgent que le visage rougissant de sa femme. Quelque chose en moi qui se fissurait lentement depuis plus d'une décennie a finalement cédé. J'ai posé ma fourchette. J'ai essuyé mes mains sur ma serviette lentement. La façon dont on bouge quand son corps a besoin d'un moment pour rattraper une décision que son esprit a déjà prise. Puis j'ai tendu la main à travers la table et j'ai giflé Wilhelmina en retour avec tout le poids de 11 ans de silence derrière ce geste. Le halètement qui a parcouru la table m'a presque fait rire, comme si c'était moi qui avais enfreint une règle sacrée. Je me suis levé. J'ai regardé Grantham, pas Wilhelmina, pas Finanella, lui, et j'ai dit les mots qui étaient enroulés dans ma poitrine depuis des années. Un mari qui ne peut pas défendre sa femme devant une pièce pleine de gens ne mérite pas de rester son mari. Il n'a pas discuté. Il ne s'est pas excusé. Il est resté assis là, abasourdi comme un homme qui n'avait jamais envisagé que son silence puisse avoir un coup. J'ai pris la main de Béatrix dans la mienne, celle de Callahan dans l'autre, et j'ai fait sortir mes 2 enfants de cette salle à manger, de cette maison, et je les ai mis dans ma voiture, portant toujours la robe que j'avais achetée pour nous deux. J'ai conduit directement chez mes parents, à 40 minutes de là. Ma mère a ouvert la porte avant même que je frappe, a jeté un coup d'œil à mon visage et a dit « Entre, ma chérie. Tu es en sécurité ici maintenant. » La maison de mes parents avait toujours semblé être une forteresse d'un genre différent. Pas le genre construit pour me maintenir dans le rang, mais le genre construit pour me protéger. Ma mère a préparé l'aile des invités pour moi et les enfants en une seule journée sans demander combien de temps nous pourrions rester. Mon père m'a serré si fort dans ses bras que je me suis senti, pour la première fois depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre, totalement sans peur. Grantham a appelé ce soir-là, puis le lendemain matin, puis toutes les quelques heures après cela, jusqu'à ce que mon téléphone vibre presque chaud dans ma poche. J'ai laissé la plupart des appels aller à la messagerie vocale. Quand j'ai finalement répondu, 3 jours plus tard, assis seul sur le porche arrière de mes parents, il était plein de ce genre d'excuses qui se déguisent en amour mais qui ne sont en réalité que la peur des conséquences. J'aurais dû dire quelque chose. Je le sais maintenant. Je suis désolé. Nous pouvons arranger ça. Ma famille s'excusera. S'il te plaît, rentre à la maison. Les enfants ont besoin de leur père. Je lui ai posé une question. Combien de fois, Grantham ? Combien de fois en 11 ans as-tu regardé ta mère ou ta sœur m'humilier à ma propre table et n'as-tu absolument rien dit ? Il n'avait pas de réponse parce que nous la connaissions tous les deux déjà par cœur. Trop pour les compter. J'avais arrêté de compter vers la 4e année parce que compter rendait le fait de rester beaucoup trop douloureux. Pendant ces premières semaines étranges et calmes, je me suis appuyé plus que prévu sur mon associé, Yan, une femme stable qui avait bâti l'agence de design à mes côtés à partir d'un bureau de 2 tables pour en faire quelque chose qui employait maintenant 11 personnes. Elle s'est présentée sur le porche de mes parents le dimanche après le dîner avec des plats à emporter et sans poser de questions, s'est assise avec moi pendant que les enfants faisaient la sieste et a dit « Je t'ai vu porter cette famille pendant une décennie. Quoi que tu décides maintenant, l'agence te portera. » C'était une si petite chose à dire, et cela m'a complètement bouleversé parce que c'était la première fois depuis des années que quelqu'un me disait que j'avais le droit d'être porté au lieu de faire tout le portage moi-même. J'ai demandé le divorce 11 jours après le dîner d'anniversaire. J'ai engagé un avocat nommé Barnaby Coyle, un homme vif et imperturbable auquel mon père faisait confiance depuis des décennies pour ses affaires. Je lui ai dit clairement ce que je voulais. Mes enfants, ma maison, et la vérité sur ce que cette famille nous avait réellement fait pendant plus d'une décennie. À ce moment-là, une suspicion silencieuse s'était formée qu'il y avait plus que de la cruauté cachée sous le mépris de Finanella et Wilhelmina. Je soupçonnais que de l'argent était impliqué quelque part. J'avais raison, bien que je n'ai aucune idée encore de la profondeur de l'affaire ni du temps qu'il faudrait pour la démêler complètement. C'est Barnaby qui l'a trouvé en premier, enfoui dans les déclarations financières requises pour le divorce. Au cours des 4 dernières années, plus de 60 000 $ avaient été déplacés de notre compte domestique joint par de petits transferts irréguliers, jamais assez importants pour déclencher une alerte. Et facile à manquer étant donné que Grantham s'occupait de la plupart de nos opérations bancaires mensuelles depuis des années, pendant que mon travail me tenait sur la route. L'argent était allé à Wilhelmina, non pas comme des cadeaux, mais comme des prêts qui n'ont jamais été remboursés, acheminés discrètement par Grantham pour maintenir à flot l'entreprise de traiteur de sa sœur.
Une entreprise que Finanella avait financée pendant des années et refusait de laisser mourir, même si elle perdait de l'argent derrière une façade impeccable. Grantham avait approuvé ces transferts en utilisant un compte que j'avais financé presque entièrement avec mes propres revenus sans jamais me dire où l'argent allait réellement. Cette découverte, aussi douloureuse soit-elle, n'était pas le pire. Plus profondément enfoui dans les documents se trouvait un acte de renonciation notarié daté de 18 mois plus tôt, tentant de transférer une participation de 10% dans notre maison, la maison que mon propre père m'avait aidé à acheter, au nom de Finanella. Ma signature se trouvait au bas de la page, avec une encre que je n'y avais jamais mise. Barnaby a fait appel à un expert en documents judiciaires qui a signalé des schémas de pression et des points de levée du stylo incohérents qui ne correspondaient pas à ma signature authentique enregistrée auprès de notre prêteur hypothécaire. C'était une contrefaçon convaincante, mais pas parfaite. Barnaby a pris soin de me prévenir même alors de ne pas m'attendre à une résolution rapide. Un cas de contrefaçon comme celui-ci, a-t-il dit, devrait passer par le bureau de l'enregistrement, puis éventuellement par une saisine pénale. Et ce genre de processus avance rarement rapidement, peu importe la force des preuves au premier jour. Le bureau de l'enregistrement du comté a confirmé quelque chose qui m'a glacé. Leur propre processus de vérification de routine avait en fait signalé le transfert des mois plus tôt et l'avait discrètement mis en attente de documents qui n'ont jamais été fournis. Ils n'avaient jamais été entièrement finalisés. Mais la tentative elle-même était réelle, délibérée, et selon Barnaby, très probablement une affaire criminelle que le bureau du procureur de district mettrait des mois, et non des semaines, à évaluer correctement. Barnaby m'a expliqué à quoi ressemblerait ce calendrier, assis en face de moi à son bureau avec un bloc-notes couvert d'une écriture petite et soignée. Le bureau de l'enregistrement devrait documenter officiellement le transfert signalé et remettre ses dossiers internes. Un détective de l'unité des crimes financiers devrait interroger le notaire qui avait traité le formulaire pour déterminer si elle avait été trompée ou était en quelque sorte complice. Les relevés bancaires liés aux frais de notarisation originaux devraient être assignés à comparaître. Rien de tout cela, m'a-t-il dit clairement, n'avancerait au rythme du divorce lui-même, qui avançait déjà plus vite que la plupart. Je me souviens d'avoir hoché la tête dans son bureau, absorbant l'idée que je pourrais passer les prochaines années de ma vie à entendre encore des mises à jour sur cette affaire lors d'appels téléphoniques épars. Longtemps après que les papiers de la garde aient été signés et les cartons de déménagement déballés. Je me souviens avoir appelé mon père ce soir-là, assis seul dans ma voiture dans le parking de Barnaby parce que je ne pouvais pas me résoudre à dire les mots à l'intérieur de la maison de mes parents où les enfants pourraient entendre. Mon père a écouté sans m'interrompre, comme il l'avait toujours fait quand j'étais petite. Et quand j'ai enfin terminé, il a seulement dit, « Tu as construit cette maison de tes propres mains autant que n'importe quel entrepreneur. Personne ne te prendra ça tant que je serai en vie. » Ce n'était pas une stratégie juridique. C'était simplement ce que j'avais besoin d'entendre. Puis Barnaby a trouvé un deuxième fil, que personne d'entre nous n'attendait. En recoupant les archives du comté par habitude, il a découvert que Finanella avait tenté une manœuvre de renonciation presque identique une fois auparavant, des décennies plus tôt, contre la sœur de son propre défunt mari. Dans un litige immobilier qui s'était discrètement réglé à l'abri des regards. Ce n'était pas un simple manque de jugement. C'était un schéma qu'elle attendait simplement le bon moment sans surveillance pour répéter. Il y avait une dernière pièce, et elle venait d'un endroit que je n'aurais jamais attendu. Une ancienne employée de l'entreprise de traiteurs de Wilhelmina, une jeune femme nommée Odessa, qui avait démissionné 2 ans plus tôt après être restée un mois sans salaire, a contacté le bureau de Barnaby une fois que la nouvelle de l'enquête lui est parvenue discrètement. Elle avait gardé des copies des factures qu'on lui avait demandé de gonfler pour des événements familiaux, y compris mon propre dîner d'anniversaire, afin qu'une partie de ce que j'avais payé puisse être discrètement redirigée. C'était une petite somme par rapport à tout le reste, mais cela confirmait quelque chose que j'avais commencé à soupçonner depuis le début. Rien dans la chaleur de cette famille à mon égard n'avait jamais été entièrement ce qu'il semblait être. Odessa a dit à Barnaby, presque après coup lors de leur deuxième conversation, qu'elle avait vu Wilhelmina faire la même chose à au moins un autre client au fil des ans, un client de mariage qui n'avait jamais réalisé que la facture finale ne correspondait pas à ce qui avait été réellement livré. Barnaby l'a noté pour le dossier, bien que cela ne soit jamais devenu directement une partie de notre affaire. Cela confirmait simplement une fois de plus que cela n'avait jamais été un simple manque de jugement né du désespoir. C'était simplement la façon dont cette famille fonctionnait quand ils pensaient que personne à l'extérieur ne prêtait une attention suffisante. Les 2 années suivantes se sont déroulées plus lentement que je ne le voulais et, d'une certaine manière, plus rapidement que je ne le craignais.
Barnaby a renvoyé l'acte de renonciation falsifié à l'unité des crimes financiers du procureur de district et le bureau de l'enregistrement a coopéré pleinement, fournissant leur dossier de signalement interne comme preuve que le dépôt avait été intercepté avant son achèvement. Grantham, confronté au registre de transfert, a insisté sur le fait qu'il n'était pas au courant de la contrefaçon elle-même, seulement des prêts à sa sœur, qu'il appelait toujours aider la famille. Comme si 11 ans de ma générosité silencieuse n'avaient pas déjà été exactement cela, donner librement sans qu'on me demande jamais de renoncer à quoi que ce soit. Je ne le croyais pas entièrement. À ce stade, peu importait que je le fasse ou non. La procédure de garde a progressé sur la base d'un schéma que je n'avais pas réalisé avoir documenté pendant des années. Des photographies, des entrées de calendrier et des messages montrant que j'avais géré chaque événement scolaire, chaque rendez-vous chez le médecin, chaque fièvre de minuit, tandis que Grantham s'en remettait constamment aux opinions de sa mère sur la façon dont nos enfants devaient être élevés. Le tribunal m'a accordé la garde principale avec un calendrier parental structuré pour Grantham et l'exigence qu'il fournisse un compte rendu complet de l'endroit où les 60 000 manquants étaient allés avant que certaines conditions de visite ne soient finalisées. Béatrix a eu plus de mal que Callahan pendant ses premiers mois, assez grande pour sentir que quelque chose avait fondamentalement changé, mais trop jeune pour mettre des mots dessus. Elle m'a demandé une fois, blottie contre moi sur le canapé, si c'était sa faute, si le fait de se servir son assiette aussi avait en quelque sorte empiré les choses ce soir-là. J'ai tenu son visage entre mes deux mains et je lui ai dit que rien dans ce dîner n'avait jamais été une question d'assiette. Il s'agissait d'une femme qui avait besoin de quelqu'un de plus petit qu'elle pour se sentir puissante, et que ce n'était jamais, pas une seule seconde, quelque chose que Béatrix avait fait de mal. Callahan, à sa manière de garçon de 5 ans, a juste demandé quand il retrouverait sa propre chambre. Je lui ai promis une version de la maison qui n'existait pas encore, mais que j'avais l'intention de construire malgré tout. Dès la 2e année, les 2 enfants s'étaient installés dans un nouveau rythme qui semblait, à mon grand soulagement, presque entièrement ordinaire. Béatrix a rejoint une équipe de football dans sa nouvelle école et rentrait la plupart des après-midi en parlant plus d'une fille nommée Priscilla dans son équipe que de tout ce qui s'était passé à cette table de dîner. Callahan a complètement cessé de demander après son ancienne chambre une fois que la nouvelle s'est remplie des mêmes affiches de dinosaures et des camions jouets à moitié cassés qu'il avait toujours aimés. Et j'ai réalisé, en le regardant construire une ville entière avec des coussins de canapé un samedi après-midi, que les enfants absorbent bien plus de résilience d'un foyer stable que d'un foyer compliqué maintenu par le silence. La maison, ma maison, a été entièrement restituée à mon nom une fois que le rapport de l'expert judiciaire a été accepté par le tribunal de la famille et que la revendication de propriété de Finanella a été formellement annulée par le comté. La saisine pénale contre elle avance plus lentement, exactement comme Barnaby m'en avait prévenu. Au moment où je raconte ceci, le bureau du procureur de district est toujours en train de monter ce dossier. Et Barnaby dit que des affaires comme celle-ci peuvent prendre des années avant que quiconque ne voie l'intérieur d'un tribunal. Le résultat civil, cependant, est déjà acquis. Grantham, plutôt que de se battre contre une enquête pour fraude qui aurait impliqué davantage sa mère et sa sœur, a accepté un règlement qui comprenait la restitution complète des fonds détournés, payés en versements échelonnés. L'entreprise de traiteur de Wilhelmina a fait faillite au cours de la première année, la famille coupant enfin l'argent qui n'avait jamais été vraiment le leur a donné. Une poignée de ses clients de longue date ont plus tard dit à des connaissances communes qu'ils soupçonnaient depuis des années que quelque chose n'allait pas dans sa facturation, mais n'avaient jamais voulu être celui qui le soulèverait publiquement. Finanella, face à la possibilité réelle de sa propre exposition à la fois pour la tentative récente de renonciation et le schéma vieux de plusieurs décennies que Barnaby avait déterré, s'est retiré de tout autre contact avec moi, non par remords, je suppose, mais par crainte de ce que la proximité continue pourrait maintenant lui coûter. La nouvelle a circulé discrètement dans la famille élargie, comme toujours. Le frère aîné de mon père, un juge à la retraite qui avait toujours gardé une distance polie avec la famille de Grantham, m'a appelé directement une fois qu'il a entendu parler de l'acte de renonciation et m'a dit qu'il n'avait jamais fait confiance à la chaleur de Finanella. Pas une seule fois pendant toutes les années où il l'avait vu opérer lors des réunions de famille. Le cousin plus jeune de Grantham, un homme à la voix douce nommé Desmond, qui avait toujours été gentil avec moi en arrière-plan, m'a envoyé un court message privé une fois que l'histoire est devenue impossible à taire pour la famille. Il a dit qu'il était désolé, qu'il avait remarqué des choses au fil des ans, et n'avait jamais dit un mot. J'ai apprécié, même si je l'ai reconnu pour ce que c'était. Une autre version du même silence dans lequel j'avais vécu pendant 11 ans, arrivant simplement plus doucement et bien trop tard pour changer quoi que ce soit. Quelque part au milieu de cette 2e année,
alors que la saisine pénale était tranquillement en attente au bureau du procureur de district et que le calendrier de garde s'installait enfin dans un rythme sur lequel les enfants pouvaient compter. J'ai remarqué un changement en moi auquel je ne m'attendais pas. Mon agence de design a grandi plus vite pendant ces 2 années qu'au cours des 5 précédentes combinées. Les clients ont commencé à demander doucement pourquoi mon travail semblait soudain plus audacieux, moins prudent, moins soucieux de plaire à tous les goûts possibles dans une pièce. Je n'avais pas de réponse intelligente à leur donner. Je savais juste qu'une version de moi qui ne passait plus la moitié de son énergie à gérer la famille de quelqu'un d'autre avait beaucoup plus d'énergie restante pour tout le reste. Granta m'a demandé à me voir une fois de plus avant que le divorce ne soit finalisé. Il s'est assis en face de moi dans la salle de conférence de Barnaby, plus âgé en quelque sorte qu'il ne paraissait 2 ans plus tôt, et a dit les mots que j'aurais, il y a des années, donné presque n'importe quoi pour entendre. Je suis désolé pour tout. J'aurais dû te choisir à chaque fois, et je ne l'ai pas fait. J'ai cru sur le moment qu'il le pensait. Mais des excuses présentées seulement après que l'argent a été trouvé et que les papiers ont été signés ne sont pas du repentir. C'est de la gestion de crise, arrivant des années trop tard pour signifier ce qu'elles auraient pu signifier autrefois. J'avais passé 11 ans à pardonner des versions plus petites de ce même silence, en espérant à chaque fois que la prochaine offense serait celle qui le changerait. Le dîner d'anniversaire avait simplement été la goutte d'eau qui a fait déborder un vase de 10 ans, et j'en avais fini de distribuer le pardon gratuitement. Je sais, lui ai-je dit doucement. Mais je ne suis pas la même femme qui continuait à te pardonner pour ça. Je n'ai aucun intérêt à redevenir elle. Le divorce a été finalisé un mardi gris. Je suis sorti de ce tribunal en tenant les mains de mes 2 enfants, de la même manière que je les avais fait sortir de cette salle à manger 2 ans plus tôt. Sauf que cette fois, je ne fuyais rien. Je marchais vers le reste de nos vies dans une maison qui, enfin, n'appartenait qu'à nous. Ian a organisé un petit dîner pour moi et les enfants la semaine où le divorce a été finalisé. Rien d'élaboré, juste sa propre table de cuisine bondée de chaises dépareillées et de trop de nourriture. Mais c'était le premier anniversaire de quelque sorte que je célébrais depuis des années où chaque personne à table voulait réellement que je sois là. Je me suis servi la première ce soir-là sans y penser à 2 fois. Personne n'a même scié. Ma mère était assise en face de moi ce soir-là, regardant mes enfants se disputer joyeusement pour le dernier petit pain, et m'a dit doucement qu'elle ne m'avait pas vu rire aussi facilement depuis plus d'1 décennie. Elle avait raison, et je n'avais même pas remarqué la différence en moi jusqu'à ce qu'elle le dise à voix haute. Béatrix m'a demandé récemment pourquoi tante Wilhelmina ne vient plus à ses fêtes d'anniversaire. Je lui ai dit la vérité avec des mots qu'une enfant de 7 ans pouvait comprendre. Certaines personnes oublient que l'amour n'est pas quelque chose que l'on peut prendre pour acquis juste parce que quelqu'un le donne librement. Parfois, les personnes qui nous aiment le plus doivent être celles qui leur apprennent finalement où ce don s'arrête. Je pense souvent à ce dîner, pas à la gifle elle-même. Je n'ai jamais regretté de l'avoir rendu. Je pense au silence qui l'a précédé. 11 ans de silence de la seule personne qui était censée se tenir entre moi et une pièce pleine de gens essayant de me mettre à ma place. J'ai appris à la fin que la place qui m'appartenait vraiment n'était jamais au pied de la table de quelqu'un d'autre, à attendre mon tour pour être nourri des miettes de respect. C'était à la tête de la mienne. Si quelqu'un dans votre propre famille vous a déjà fait sentir que vous deviez mériter une place à une table où vous étiez déjà légitimement assise, que faudrait-il finalement pour que vous vous leviez et partiez pour de bon ?